Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous qui nous regardez. Moi c'est Océane et bienvenue dans notre nouvelle émission Curl Talk. Curl Talk, c'est tout simplement notre safe place, où on parlera sans complexe des cheveux bouclés, frisés, crépus, à travers des personnalités afrodescendantes francophones. Grâce à ces témoignages, vous découvrirez vos personnalités préférées sous un autre angle et on fera émerger les éventuels problèmes et ou réussites lorsque nous sommes une personne racisée en France avec ses cheveux naturels. Cette émission a pour unique but de faire entendre la parole des personnes racisées d'une part, car nous ne sommes pas assez représentés dans les médias traditionnels en France, d'autre part, de pouvoir apprendre, s'éduquer et s'informer, que l'on soit afrodescendant ou non, car dans Curl Talk, on prône tout d'abord la bienveillance et la tolérance. Aujourd'hui, pour ma première, je suis hyper honorée d'être accompagnée de Tia Essiane. Salut Tia! Salut Océane, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être parmi nous. Tia Essiane est une créatrice de contenu YouTube, Instagram et TikTok, pionnière du contenu cheveux naturels, self-care black owned, lifestyle et aussi, je dirais même, lanceuse d'alerte. Que vous la connaissiez ou non, restez avec nous afin que l'on puisse partager un bon moment ensemble. J'aimerais remercier le salon de coiffure Studio Boucle qui permet de faire en sorte que nous puissions faire le tournage aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à regarder leurs réseaux sociaux. De toute façon, je mettrai tout juste ici. C'est parti, on démarre tout de suite. Tia, comme tu le sais, j'ai pu te le dire un petit peu tout à l'heure. Je regarde beaucoup tes vidéos YouTube, je regarde vraiment ton contenu depuis de longues années. Dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes à ta façon. Je suis Tia Essiane, j'ai 33 ans, bientôt 34 ans. Je partage des contenus sur YouTube depuis 10 ans cette année. Donc j'ai commencé à une période où j'ai retrouvé mes cheveux naturels et j'ai appris en même temps que je transmettais, j'apprenais moi-même parce que j'ai énormément appris sur les réseaux sociaux. Je partage beaucoup de recettes maison parce qu'au départ, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pour montrer qu'on pouvait prendre soin de nos cheveux avec des ingrédients qu'on avait dans notre cuisine ou qu'on achetait à petit prix. Parce que l'offre qu'il y avait à l'époque sur YouTube, c'était beaucoup des marques américaines à importer. Parce qu'on était au début du mouvement Nappy, au début du retour aux cheveux naturels. Et en France, il n'y avait pas encore énormément de marques, donc on avait tendance à importer des marques américaines qui avaient un certain coût. Et je voulais montrer qu'avec n'importe quel budget, avec des ingrédients qu'on a à la maison, on pouvait composer nos recettes nous-mêmes. Donc c'était vraiment ma marque de fabrique. Et puis après, j'ai débarqué sur Instagram, sur TikTok, et j'ai commencé à déconstruire sur plein d'autres sujets, sur notre façon de consommer, sur pourquoi j'en suis arrivée à vouloir défriser mes cheveux pendant toute ma jeunesse. Et j'en suis arrivée à l'importance de consommer afro, à l'importance de la représentation, de se reconnecter à notre histoire, à notre identité, à notre culture. Donc je partage autour de tous ces sujets-là et puis aussi les impacts que le défrisage a eu sur notre santé, puisqu'aujourd'hui j'ai aussi des problèmes gynécologiques. Donc j'englobe un petit peu tous les sujets qui découlent du cheveu. Donc ça part du cheveu, mais ça touche après à plein d'aspects de notre vie de manière générale. Donc avant qu'on entre un petit peu plus dans ta carrière et dans tout ce que tu viens de nous dire qui est déjà hyper intéressant, j'aimerais qu'on décrive un petit peu 3 photos de toi. Tu m'as fait confiance et tu fais confiance à nos spectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce que tu dirais de la Tia plus jeune à ces différentes étapes? Donc il y a la Tia jeune enfant, toute petite comme celle-ci. Tout à fait. Si tu peux nous dire quelques mots sur tes cheveux naturels, parce qu'on peut voir que tu as tes cheveux naturels à cette période-là, sauf si je me trompe. Tout à fait, j'ai les cheveux naturels. Là, j'étais vraiment toute petite. Je devais avoir peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'était vraiment mes premières années de vie. J'avais mes cheveux naturels, où ma mère se débrouillait pour nous faire quelques coiffures. Donc ma mère nous a eu, ma sœur et moi, parce qu'on est très rapprochés, on a 15 mois d'écart. Elle-même en fait apprenait à coiffer les cheveux afro puisque elle n'a pas grandi avec sa maman qu'elle a perdue quand elle était toute jeune. Donc elle avait 2 enfants assez rapprochés, elle devait gérer plein de choses à la maison, le travail. Donc c'est vrai qu'elle a appris un peu sur le terrain à prendre soin de nos cheveux, mais elle n'avait pas ce don pour savoir faire des tresses, etc. Donc elle se débrouillait, mais c'était quand même une charge supplémentaire à côté de toutes les autres tâches à effectuer. Et assez rapidement, le défrisage s'est présenté comme une solution de facilité pour pouvoir s'occuper de nous beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur comment prendre soin de nos cheveux.
Donc je dirais que le défrisage a été une solution pratique assez rapidement. J'ai eu mon premier défrisage à l'âge de 7 ans à peu près. Ah oui. Ouais. Et puis après, on faisait les repousses tous les 3 mois. On faisait au salon de coiffure. D'accord. On a fait un peu à la maison. On a toujours essayé de bien respecter les règles, de faire les choses bien. Voilà, ça c'était mes premières années où j'avais les cheveux naturels, mais j'étais trop petite pour vraiment me rendre compte de ce que c'était. Donc quand j'ai fait mon retour au naturel des années après, j'ai vraiment découvert mes cheveux parce que j'avais aucun souvenir de cette époque-là, de ma texture, de qui j'étais en fait. Oui, effectivement, vu que vraiment dès tes 7 ans, tu as entre guillemets, ou ta maman a dénaturé tes cheveux. Exactement. Mais pas forcément de souvenirs palpables de comment est-ce qu'ils étaient et comment tu pouvais t'en occuper. Exactement, mais même avant mon premier défrisage, j'avais déjà des complexes. C'est-à-dire que moi-même, en tant que petite fille, j'ai réclamé ce défrisage. C'est pas seulement ma mère, pour des raisons pratiques, qui a défrisé, c'est aussi ma sœur et moi qui réclamions d'avoir les cheveux lisses, de pouvoir les bouger, qu'ils soient plus longs, qu'ils soient comme les copines à l'école. Donc dès très jeune, j'avais déjà ce complexe de ma texture de cheveux. Ce potentiel complexe, est-ce que ça venait, je sais pas moi, des moqueries d'autres enfants, ou est-ce que c'est toi qui avais ce problème d'identification de par tes amis ou de par l'entourage hors famille? Je dirais que c'est plutôt moi qui avais ce besoin de m'identifier aux stars que je voyais à la télévision, aux copines que je voyais à l'école, le mouvement qu'elles avaient dans leurs cheveux, la longueur qu'elles avaient dans leurs cheveux. Donc je dirais plutôt que c'est moi. J'ai pas le souvenir d'un traumatisme spécifique de moquerie, donc je dirais plutôt qu'à l'époque c'était le besoin d'être jolie comme les autres. D'accord, voilà. Ok. Maintenant on va passer à cette photo-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Là on voit effectivement, et ceux qui nous regardent peuvent aussi voir que tu as les cheveux défrisés. Il me semble, ou peut-être lissé, je ne sais pas. Alors là, c'était un mix de tout. Défrisé, tissage et lissage. Donc là, je devais avoir, je dirais, 19 ans, 20 ans. Et j'étais à une période où j'avais défrisé mes cheveux pendant toute ma vie, pendant toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Et à cause de problèmes de santé du cuir chevelu, j'ai dû arrêter le défrisage. Puisque j'avais déjà, quand j'étais petite, de l'eczéma à cette époque-là. D'accord. Et faire des défrisages tous les 3 mois sur mes plaques d'eczéma a vraiment détruit mon cuir chevelu. Jusqu'au point où j'étais refusée même dans les salons de coiffure pour faire le défrisage. On me disait même que c'était du jamais vu. Et tu avais oui, excuse-moi de te couper, du coup tu avais des plaques sur ton cuir chevelu? Oui, j'avais des plaques, c'est-à-dire que quand on traçait une raie, c'était vraiment tout blanc, c'était... D'accord. Et ça choquait même en fait. Du coup, on est allé chez la dermatologue et elle a dit déjà la première chose c'est d'arrêter le défrisage définitivement. Donc j'ai arrêté de manière forcée pour des raisons de santé. Mais j'avais pas fait cette transition psychologique où je m'étais reconnectée à mes cheveux. Donc du coup, je trouvais quand même des méthodes pour avoir une apparence de cheveux lisses. Donc je défrisais vraiment juste quelques centimètres devant de manière à faire un tissage ouvert, comme on disait. Okay. Et avec les plaques, je lissais. J'avais un tissage derrière avec des mèches de cheveux humaines, naturelles, quoi. Et de cette manière, j'arrivais à maintenir la texture lisse, l'apparence lisse, et puis personne ne savait que j'avais fait ce retour au naturel. Donc j'ai passé de nombreuses années comme ça, à user d'astuces pour quand même avoir cette apparence lisse et me sentir jolie. Te sentir belle à ce moment-là, ça passait forcément par cet aspect lisse, en fait, comme ce que tu disais, et je pense que les médias, forcément, t'ont carrément influencé dans ce choix-là, parce que quand on regarde même les grandes stars à l'époque, c'était surtout, dis-moi si je me trompe, mais je pense les afro-américaines, les actrices, les chanteuses. Ouais, moi c'était beaucoup Beyoncé par exemple, c'était vraiment ma star. Donc, on l'adore, mais c'est clair que niveau identification pour nous, pour nos cheveux, c'était pas trop ça. Hein. Exactement, donc il y a le côté les stars, les clips, même simplement des femmes qu'on voit dans les clips que je consommais beaucoup, les séries afro-américaines que je regardais beaucoup. Je m'identifiais pas à des célébrités européennes, blanches, je m'identifiais à des noirs mais qui avaient les cheveux lisses. Il y avait aussi les copines d'école, etc. Parce que toutes les autres jeunes filles, jeunes femmes noires comme moi avaient aussi les cheveux lisses. Donc en fait, je dirais même pas que c'est seulement pour me sentir belle, mais même pour me sentir présentable, simplement, pour oser sortir de chez moi, sans forcément être dans une démarche d'être la plus belle du lycée ou de vouloir séduire ou quoi que ce soit, mais juste être présentable, même pour aller au centre commercial, faire mes courses, etc.
j'avais besoin d'avoir cette apparence lisse. Et c'est vrai que maintenant, tu me diras si tu me rejoins ou pas, les choses, je trouve, bougent un tout petit peu plus. Je pense que les jeunes de cette génération-là, peut-être, ressentent moins ce besoin de devoir à tout prix avoir cet effet lisse. Peut-être encore quelques-uns, mais je trouve que c'est moins massif que nous, notre génération. Je pense qu'on n'est pas hyper loin l'une de l'autre. Mais je trouve que il y a toujours cet aspect hyper un peu caché, tu vois, de oui, les cheveux naturels ne sont pas présentables, ne sont pas professionnels, sont sales ou ont un mauvais aspect. Ça peut encore être présent dans cette société actuelle, mais je trouve un peu moins, et peut-être parce que justement tu existes et parce que tu fais ce que tu fais, et il y en a plein d'autres. Mais je trouve ça bien que tu le soulignes parce qu'à l'époque, on avait cette pression, moi y compris, j'avais cette pression pendant de nombreuses années de devoir lisser, détruire mes cheveux pour pouvoir sortir, et c'est triste. Le mouvement nappy est passé par là et a permis déjà d'apprendre à entretenir nos cheveux, parce qu'après il y avait aussi le côté pratique. Je veux bien avoir mes cheveux naturels, mais comment je vais en prendre soin ? C'est compliqué à démêler, comment je vais me coiffer, comment je vais être présentable. Donc le mouvement nappy a beaucoup aidé dans ce sens-là, et puis après on a commencé à nous-mêmes incarner ces représentations qui nous manquaient en fait. Donc vraiment, YouTube et les réseaux sociaux de manière générale ont énormément contribué à démocratiser notre texture de cheveux. Donc aujourd'hui, il y a encore ces blocages, je vais pas être séduisant, je vais pas être professionnelle, mais je pense qu'il y a une grande part qui vient aussi de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas totalement réglé, déconstruit. Et du coup, je dirais qu'il y a un fort pourcentage, de mon point de vue personnel, qui vient de nous-mêmes. Donc on développera un tout petit peu plus tard. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais on en parlera parce que j'ai des petites questions par rapport à ça. Et maintenant, je vais t'amener sur la dernière photo de toi, où tu es splendide. Tu l'étais aussi tout à l'heure, mais là, du coup, on te voit avec tes cheveux, j'ai l'impression 100% naturels. Tout à fait. Donc là, c'est beaucoup plus récent. Après la photo précédente... j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux, j'ai appris à les aimer, à sortir avec. Et puis maintenant, je suis pleinement épanouie, bien dans ma peau, bien avec mon image, mon apparence, et je me sens très bien comme ça. Donc j'ai trouvé des idées coiffures, j'ai trouvé des façons de prendre soin de moi, et c'est moi aujourd'hui tout simplement, et pour toujours. Même si je ne sais pas, peut-être qu'un jour je ferai des locks, peut-être qu'un jour je changerai de style, mais ça restera toujours avec ma texture de cheveux naturels. Je ne reviendrai jamais à des traitements chimiques ou même à des lissages, c'est-à-dire que j'ai jamais même lissé avec des plaques mes cheveux. Et ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de brushing ou Ça doit faire presque 10 ans. Wow. C'était simultané à ma chaîne YouTube. Une fois que vraiment je me suis reconnectée à tout ça, à mon identité, j'ai jamais même eu la curiosité de lisser, même pour lisser pour couper les pointes, lisser pour voir où il m'arrive, lisser pour... non, pour aucune raison, j'ai jamais lissé, et je pense que je lisserai jamais, quoi. C'est juste incroyable de t'entendre dire ces mots. Tout à l'heure, je reprends un peu ce que tu nous partageais. Tu te sens belle, tu te sens toi, tu t'es reconnectée à toi-même. Et c'est vraiment, je trouve, un discours qu'il faut qu'on entende davantage, que ce soit vraiment dans cette communauté afrodescendante. Et quand je parle d'afrodescendance, c'est vraiment tous les noirs du globe, toutes les personnes qui descendent de personnes noires. Et je trouve ça fort ce que tu dis, et j'espère vraiment que ça pourra faire écho chez des jeunes filles qui soit sont passées par le défrisage, soit sont encore dans cette phase-là, soit c'est les lissent à outrance, et juste leur dire qu'on peut être belle en étant soi, et peu importe la longueur de ses cheveux, parce que ça aussi, c'est aussi un vrai sujet, et peu importe le volume, peu importe tout, tant qu'ils sont en bonne santé, c'est hyper important d'être en phase avec soi, parce que c'est vraiment notre héritage. Comme tu as pu aborder tout à l'heure, tu parlais de ta chaîne YouTube et de tes contenus. Donc moi, je les ai beaucoup regardés depuis un moment, comme je le disais. Et de ce que j'ai pu remarquer et voir de cette chaîne, c'est que ton contenu, de manière générale, est hyper engagé. Tu partages tes opinions assez, je dirais... franche et osée. Moi, je trouve ça vraiment admirable. Et j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu réfléchis beaucoup sur ta façon de consommer, que ce soit sur les cosmétiques, la nourriture,
quand tu prônes beaucoup, par exemple, le contenu black owned et abordable, et surtout comment est-ce que tu fais pour garder cette discipline au quotidien? C'est tout simplement mon vécu, parce que je partage vraiment ma vie sur mes réseaux sociaux, et ces questionnements-là sont venus avec des problématiques réelles de santé que j'ai vécues. Donc par exemple, quand j'essaye de consommer sans perturbateurs endocriniens, c'est parce que j'ai réellement eu des problèmes hormonaux qui ont eu un impact sur ma santé. J'ai partagé notamment des problèmes de pilosité au niveau de mon visage, et c'est lié aux hormones. Donc du coup, une fois qu'on se renseigne, qu'on sait que tel et tel ingrédient, tel et tel aliment, etc. ont un impact sur nos hormones, forcément, on essaye de faire des efforts. Et je le fais parce qu'aussi, j'essaye d'être la plus naturelle possible, la plus connectée à ma nature. Je pense que il ne faut pas polluer son corps en consommant tout et n'importe quoi, et puis ensuite prendre des médicaments pour soigner les symptômes. Enfin, c'est un engrenage dans lequel j'ai pas envie de tomber. Donc j'essaye simplement de prendre conscience de ce que je consomme, de consommer beaucoup moins en quantité, mais en qualité, de vraiment bien choisir les ingrédients que je vais consommer, autant en alimentation qu'en cosmétique. Donc je dirais que mes contenus sont le reflet de ce que je vis réellement. Dans un premier temps, je partage spontanément en story, puis je me rends compte que plein de femmes ont fait aussi le même parcours, la même démarche, qu'elles ont les mêmes problématiques, qu'elles ont trouvé telle et telle solution. Donc on construit en fait avec ma communauté les thématiques que je vais ensuite aborder de manière beaucoup plus construite sur YouTube. Donc mes contenus sont engagés parce qu'ils découlent d'un véritable vécu. Ensuite, concernant le Black Owned, c'est pareil, c'est du vécu, c'est-à-dire que j'ai remarqué que ce mouvement Nappy à l'époque, qui aujourd'hui, je sais pas si on peut toujours l'appeler mouvement Nappy, mais quand même à l'époque, c'est ce qui a permis d'en arriver là où on en est arrivé. C'est nous-mêmes, les femmes noires, qui l'avons porté, d'une démarche vraiment sincère qui est née d'un vécu. On a manqué de représentation, on a manqué de produits adaptés, on a créé un marché qui nous appartenait. Et puis ensuite, il y a des grands groupes ou des plus petits groupes occidentaux qui se sont intéressés au sujet, qui ont vu que c'était intéressant et qui sont venus se greffer, mais pour des raisons vraiment économiques, et qui n'ont pas le vécu qui va avec, et que quand je vois leur page, je vois qu'on est à nouveau sous-représenté. Donc c'est vraiment pour que les choses restent entre nos mains, entre personnes qui vivent le sujet, ressentent le sujet, se préoccupent aussi des générations d'après, parce que personnellement, moi ça va, je reviendrai jamais au lissage, mais je fais tout ça aussi pour les plus jeunes, et puis même demain, quand j'aurai des enfants, des nièces, etc. Et des petits-enfants, et même quand on sera plus sur cette terre, en fait. C'est ça, c'est très important. C'est surtout ça. Et donc oui, moi franchement, je trouve ça très noble, ce que tu fais. Il y a beaucoup de prévention, et je dis pas ça seulement parce que je consomme ce que tu fais, pour être très transparente. C'est vraiment ce que tu fais au quotidien, comme tu disais, que ce soit de façon très spontanée sur tes stories, ou bien même quand c'est très construit avec une argumentation derrière. Et ça, je trouve ça très important. Quand on se montre comme ça, comme toi sur les réseaux, d'avoir cette responsabilité, d'être honnête avec sa cible, et d'être aussi, de pouvoir représenter ta cible avec des vraies convictions et pas forcément pour le porte-monnaie. Il en faut plus des femmes comme ça. Donc maintenant, on va revenir un petit peu plus à tes cheveux, Tia. Donc tu nous as dit tout à l'heure que tu n'as pas toujours eu les cheveux naturels, que tu es passée par plusieurs phases, que ça a été un petit peu une relation je t'aime moi non plus. Et donc j'aimerais que maintenant que tu me dises 3 mots pour qualifier tes cheveux naturels. 3 mots. Je dirais afro. On parle beaucoup actuellement de cheveux texturés, qui pour moi rappellent simplement une matière qui n'est pas lisse. Et donc cette vision est eurocentrée. On dit qu'il y a le lisse, la référence du lisse qu'on voit partout. Et tout ce qui n'est pas lisse, vous pouvez être dans un même sac, dans un même bateau, partager vos problématiques, avoir des salons de coiffure, des produits, on vous donne un même produit, vous le partagez, etc. Je ne m'identifie pas du tout à ce mot texturé, puisque moi j'utilise plutôt le mot afro, c'est-à-dire le cheveu d'origine africaine. Je suis moi-même d'origine camerounaise et antillaise. J'englobe dans le cheveu afro toute personne qui a des origines africaines, qu'elle soit noire, qu'elle soit métisse, etc. Et mon cheveu, c'est une identité, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus m'identifier dans une page où il y a peut-être certaines femmes qui ont des cheveux bouclés, presque lisses, mais qui sont d'origine africaine, plutôt que sur une page où en fait il y aura peut-être beaucoup d'européennes, certaines qui ont les cheveux ondulés, bouclés, etc., frisés. Moi, c'est vraiment l'identité qui définit mes cheveux. C'est pas le simple fait d'avoir des boucles ou des ondulations.
Donc je m'identifie pas du tout aux cheveux texturés. Donc je dirais premièrement afro. Deuxièmement, je dirais unique parce que ça rappellerait que on a toute une texture, une longueur, une densité, une épaisseur qui sont propres à chacune, qui dépendent de notre génétique, de notre héritage. Quand je dis génétique, c'est vraiment l'ADN. Ça veut pas dire que, ah bah oui, bah, vu que ma mère a tel cheveu, moi aussi j'aurai tel cheveu, ou vu que j'ai une cousine qui a, ou vu que j'ai une amie de telle origine qui a, moi aussi je peux avoir. Non, c'est vraiment très 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 personnel. Donc je dirais voilà, que c'est mon identité, ma carte d'identité, il n'y a que moi qui ai cette texture. Et puis ça dépend aussi de notre santé. Entre il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, et maintenant, j'ai perdu énormément de cheveux à cause de mes problèmes de santé. Là, je les récupère, ça va mieux parce que ma santé va mieux. Et puis en troisième, je dirais en paix. Enfin, la paix parce que j'ai eu une longue période où mes premières années, je pense qu'on est beaucoup passé par là, où je faisais beaucoup une fixette sur mes cheveux, une obsession tous les dimanches. Il fallait absolument que je fasse une routine à rallonge, que j'ai tel protocole, que j'ai tel produit. Et je mesurais mes cheveux, combien de centimètres j'ai gagné par mois, etc. J'en faisais aussi des vidéos YouTube qui ont contribué énormément au succès de ma chaîne. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il soit parfait, que j'ai pris 1,5 cm ou 0 cm. En fait, j'ai envie d'avoir une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, où je prends soin de mes cheveux, je maintiens une hygiène, je maintiens des soins. Mais je ne cherche pas à réaliser des exploits et je ne veux pas que la perfection, et puis je veux pas que l'entretien de mes cheveux prenne le pas sur ma vie personnelle, mon épanouissement. On travaille du lundi au vendredi, le samedi on fait les courses et puis le dimanche on fait les cheveux et on recommence le lundi. Non, j'ai besoin le soir d'être posée, de penser à autre chose, j'ai besoin le week-end de faire autre chose, de faire mon yoga, de faire mes sorties. Et j'ai besoin de ne pas passer mes dimanches entiers à me tresser, à me démêler, à me coiffer. Et ça, du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est vraiment, là encore, je trouve ça très important qu'on puisse s'éduquer tous ensemble sur ça. Moi, j'entends, parce que je suis aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup d'abonnés ou autres dire voilà, j'aimerais avoir les cheveux comme toi. Je pense aussi que tu as dû le recevoir ou l'entendre. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant quand tu parlais d'ADN, de génétique. On a tendance souvent à s'identifier à ce qu'on aimerait avoir. Mais le problème, comme tu disais, c'est que comme on a tous une texture unique, eh bien on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes, toute la même pousse, on n'a pas tous... Enfin voilà, en fait, on est tous différents. Et donc moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me suivent, c'est que moi, je fais des petites vidéos qui marchent pour mon type de cheveux, mais ça ne veut pas dire que ça va réussir à tout le monde, que tout le monde va avoir une pousse en 4 mois XXL. Donc il faut faire attention à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux et surtout avoir un certain recul à se dire ok, je vais tester ce que cette créatrice de contenu ou autre fait, mais ne pas forcément le prendre personnellement si ça ne fonctionne pas pour vous. Donc oui, il ne faut pas rentrer dans cet engrenage-là non plus de mettre ses cheveux au centre de sa vie. Après, c'est compliqué parce que moi-même, j'adore en parler, j'adore l'évoquer, donc... Voilà, je suis pas peut-être le meilleur exemple pour incarner cela, mais c'est vrai que du coup ça me fait réfléchir ce que tu es en train de dire sur ne pas non plus dépendre de ses cheveux, ne pas en faire tout un centre, parce qu'en fait on est plein de facettes aussi. Et que voilà, on est des êtres humains, on aime faire autre chose, donc c'est important de bien s'en occuper, mais il ne faut pas que ce soit un fardeau, quoi. Et puis parfois on se rend compte que c'est pas en faisant ça qu'ils sont plus beaux. Hein. On est bien parfois d'accord. En les laissant tranquilles et en trouvant le juste équilibre, et ben, on se rend compte qu'ils sont tout aussi beaux, voire même encore mieux. Exactement. Moi je suis hyper curieuse de savoir, et je pense que ceux qui nous regardent aussi sont curieux de savoir quels sont tes 3 objets favoris. Ceux dont tu ne peux pas te passer si jamais tu étais sur une île déserte ou quoi. Bon, si j'étais sur l'île déserte, je pense que ça serait vraiment au doigt, donc on se débrouillerait avec les moyens du bord. Hop. Mais j'ai quand même amené quelques petits accessoires que j'aime énormément. Donc là, on a un chouchou XXL parce que je trouve que les accessoires, ça embellit vraiment les cheveux et parfois ça change tout. Et en plus, j'ai eu une période où j'ai perdu beaucoup de cheveux et ce genre d'accessoires me permettait quand même d'avoir un magnifique effet dans les cheveux. Je recevais beaucoup de compliments et ça donnait l'illusion d'un volume aussi. Donc je pense que vraiment accessoiriser, ça change beaucoup de choses dans la coiffure et dans le visage. Après, je dirais un foulard en satin parce que c'est un basique
qu'on connaît depuis le tout début de l'aventure du retour au naturel. Donc là, il est peut-être un peu sale, il est en conditions réelles, mais preuve que je l'utilise vraiment tout le temps. Même si je voyage ou je pars en week-end, je vais le mettre dans mon sac pour pouvoir dormir dessus sur ma tête d'oreiller. Donc c'est vraiment... Sur l'île déserte, peut-être que je le prendrai. Et enfin, j'ai amené ça, c'est... un petit pic, je sais pas le nom exact, mais pour tracer des raies, parce que ça c'est vrai que je peux pas faire avec les doigts et tout. Et en plus je trouve que c'est joli, j'aime bien les beaux objets comme ça, artisanaux, ouais, il est en bois. Les peignes afro aussi, même pour décorer, je veux dire, j'aime bien avoir ces objets traditionnels, ancestraux. Et donc j'utilise pour tu vois, tracer. même ça sur l'île déserte, en vrai, pas mal. Hein, ouais, il y en aurait besoin, je pense aussi. J'aimerais savoir, Tia, si actuellement tu es seulement une créatrice de contenu full-time ou si tu as eu plusieurs expériences professionnelles. Oui, j'ai plusieurs expériences professionnelles, c'est-à-dire que je partage mes contenus à côté de ma vie professionnelle, mais j'ai une autre vie professionnelle. Ok, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je t'ai posé cette question. C'est parce que très souvent, on me demande, donc moi je suis professeure à côté, et on me demande comment est-ce que je fais pour porter mes cheveux naturels au travail. Et donc j'aimerais savoir si tu as une ou deux anecdotes très rapides à nous partager sur ton expérience avec tes cheveux afro dans un travail classique. Qu'est-ce que les autres ont pu dire dessus ou comment toi est-ce que tu l'as vécu ? Alors moi je travaille dans une entreprise franco-libanaise actuellement qui est vraiment très ouverte. Il y a certaines employées qui ont le voile, il y a vraiment toutes les origines qui sont représentées, noires, métisses, Maghreb, Asie, il y a toutes les orientations sexuelles aussi qui sont représentées, donc c'est vraiment toutes les générations aussi, donc c'est vraiment une entreprise très ouverte où j'ai jamais eu de problème, une entreprise tournée vers le continent africain beaucoup, donc je dirais que je suis pas vraiment concernée par ça. Dans le passé, j'ai déjà pendant mes études en parallèle, fait plein de jobs différents. J'ai notamment été hôtesse d'accueil dans des beaux établissements, etc. Et j'ai déjà eu quelques petites remarques. Il faudra penser par contre à pas faire ce genre de tresse dans mon établissement, etc. Mais j'ai jamais changé, j'ai jamais cherché à lisser. Moi, c'était clair et net. Je suis comme ça, je respecte le dress code. Si on dit qu'il faut faire un chignon, je fais un chignon. Si on dit qu'il faut mettre l'uniforme, je mets l'uniforme. En revanche, sur ma texture de cheveux, je ne changerai jamais. Donc je continue à me présenter comme j'étais. Si j'avais des tresses au moment en question, je faisais un chignon avec mes tresses. Et tout s'est toujours bien passé. Donc toi, tu as eu cette force de caractère et c'est vraiment top de devoir dire, voilà, je suis comme ça, je m'assume et c'est tout. Est-ce que tu aurais quand même des conseils à donner aux personnes qui n'auraient pas cette force et qui seraient peut-être un peu plus, qui s'en tiraient un peu plus écrasées en fait de par ce monde professionnel qui par moments discrimine totalement. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu un frère d'origine, je crois, je ne sais plus exactement d'où, mais afro-descendant, qui travaillait dans une célèbre compagnie aérienne, qui pendant des années a dû porter des perruques. Donc ça va hyper loin. Donc quel conseil toi tu donnerais à des personnes qui souffriraient de porter en fait leurs cheveux naturels ? Je dirais, première chose déjà qu'il ne faut pas anticiper les potentielles discriminations. Il faut toujours se présenter comme on est, respecter bien sûr les codes. S'il faut avoir les cheveux attachés, respecter d'avoir les cheveux attachés, etc. Donc ça c'est vraiment valable pour toute texture de cheveux. Et ne pas venir avec l'idée que potentiellement on va me discriminer. Déjà il faut venir comme on est sans a priori. Il faut aussi prendre conscience qu'on est déjà discriminé pour plein d'autres raisons, parce qu'on est une femme qui n'a pas d'enfant et qui a une trentaine d'années, parce qu'on est en surpoids, parce que on est noir, parce qu'on a un nom de famille africain, parce que on habite en banlieue parisienne, etc. Donc on est déjà discriminé, pourtant on se présente quand même comme ça à l'entretien et on a quand même des emplois. Donc certes, la texture de cheveux peut être un facteur discriminant, mais comme plein d'autres choses, et pourtant on va pas se déguiser ou se travestir, on n'a pas le choix, on vit avec ce qu'on est. Donc déjà il faut prendre conscience que les cheveux c'est un critère parmi tant d'autres, mais on est déjà pas avantagé quand on n'est pas un homme blanc, la quarantaine, le costard qui habite
à Levallois-Perret ou je ne sais quoi. Donc déjà, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et puis, je dirais que le respect, ça s'impose, quoi. Il faut... moi, je sais que c'est pas des questions vraiment que je me pose. Si on a tout de suite l'option, je vais mettre ma perruque dès qu'on va me dire un truc, on va finir par la mettre. Mais moi, vu que je sais que je suis comme ça et que je changerai jamais, avant même les discussions des lois anti-discrimination et tout ça, j'ai jamais eu l'idée de changer, quoi. C'est en moi. C'est comme si on me dit demain, si tu mets une mini-jupe, tu auras plus de chances d'avoir cet emploi. Ben, c'est pas grave. Je ne la mettrai pas. Et si j'ai pas cet emploi, je passerai à un autre. Donc je dirais qu'il faut être clair comme ça avec ses principes. Et que oui, on mettra peut-être un peu plus de temps qu'une autre, peut-être, et peut-être pas, à trouver un emploi, mais que il faut rester fidèle à ses principes et comme on est. Moi, j'ai toujours commencé, que ce soit n'importe quel job, job étudiant ou mon travail actuel en tant que prof, le seul moment où je me suis quand même posé la question de est-ce que je viens avec mon afro comme ça, c'était quand je passais du coup mon concours, tu vois, pour devenir prof. Et j'ai regardé ma mère, je me rappelle, qui est elle aussi d'origine camerounaise. Et j'ai regardé, je lui ai dit maman, est-ce que je vais devant le jury avec mon afro ? Elle m'a dit écoute, c'est toi qui décides. Elle m'a dit tes cheveux afro, tu les as tous les jours, donc pour moi je verrais pas pourquoi tu ne les porterais pas à cette occasion-là. Et j'ai quand même réfléchi, tu vois. Donc c'est pour te dire, je me suis dit est-ce que ça fera présentable ? Est-ce que tu vois, parce qu'il y a tellement de stéréotypes inconscients que je peux comprendre certaines personnes qui se sentent en fait oppressées, tout simplement. Après, que par exemple tu réfléchisses à les attacher, c'est une chose différente de réfléchir à venir avec une perruque lisse de cheveux asiatiques. Ah ouais, tu trouves ? Bah bien sûr. Je sais pas, moi je me suis dit quand même bizarre, tu vois, j'ai trouvé ça bizarre que je me pose cette question-là. Alors que tu vois, même à l'époque, c'était il y a quelques années maintenant, mais j'étais revenue au naturel, j'étais fière de mes cheveux, je me balade n'importe où avec et tout. Et là je me suis dit, mais Océane, pourquoi tu y penses ? Et c'est parce qu'en fait, on est constamment... on est jugé, mais j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui... Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça me choque pas tant que ça que tu veuilles un peu, peut-être... tu vois, c'est comme par exemple, dans ton quotidien, tu vas peut-être mettre, je sais pas, un décolleté ou tel type de vêtements, et peut-être que le jour de ton concours, t'allais peut-être un peu plus être rangé, classique, tu vois. Donc non pas que les cheveux libres ne soient pas rangés, mais je comprends que tu veuilles les attacher. Mais pour moi, c'est un sujet qui est complètement différent de la fille qui va mettre une perruque d'un cheveu asiatique pour aller à un entretien, alors qu'elle a les cheveux crépus. Je vais revenir sur le mot lanceuse d'alerte. C'est ce que je disais un petit peu en introduction te concernant, et je vais expliquer mes propos et pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce mot-là. Tu me diras si ce mot-là te convient ou pas. Je disais lanceuse d'alerte tout simplement parce que quand je regarde ton contenu, je vois, comme je disais, un engagement fort. Tu as l'habitude de prendre position sur certaines choses. Je vais reprendre notamment lorsque tu dénonces certaines autres créatrices de contenu afrodescendantes qui prônaient, tu sais, la glow-up routine et qui, dans leur miniature, mettaient, je crois, d'un côté le côté glow down, donc très souvent avec les cheveux naturels, pas coiffés, pas maquillés, et le glow-up, c'était, comme ce que tu disais tout à l'heure, les cheveux lisses, hyper maquillés, etc. Ou encore... lorsque tu annonces par exemple à ta communauté que tu n'achètes plus chez Aromazone par exemple, et là plus récemment aussi lorsque tu dis que selon toi la marque Les Secrets de Loli tendrait vers un virage texturiste. Est-ce que toi tu te vois réellement comme une lanceuse d'alerte sur tes réseaux sociaux ? Est-ce que le mot lanceuse d'alerte te va ou pas du tout ? Pourquoi pas. Mais c'est vrai que je le construis avec ma communauté, encore une fois. Ce sont des réflexions que je peux avoir moi-même. Dans mon parcours, c'est le fruit de réels questionnements que j'ai en tant que consommatrice qui a les cheveux afro et qui commence à se dire à qui je donne mon argent, chez qui je consomme. Et avant toute chose, je prends la température avec ma communauté et je me rends compte qu'effectivement... on consomme énormément chez Aromazone par exemple. Et puis à l'époque où j'ai fait ma vidéo, il n'y avait absolument aucune personne noire représentée, ni dans leur équipe, ni sur leurs réseaux sociaux, ni sur leur site. D'accord. Alors que quand je me rendais au magasin, l'immense majorité était noire. Ou quand je tapais sur YouTube le nom d'Aromazone, c'était des femmes noires qui ressortaient. C'est-à-dire qu'on est très majoritaire
dans les consommatrices est très minoritaire dans la représentation. À force de déconstruire, ce sont des questions que je me posais et que j'ai tenu à partager avec ma communauté parce qu'on met beaucoup de temps à tilter, entre guillemets. Une des dernières vidéos concernant la marque Les Secrets de Loli et le potentiel virage texturiste, on va prendre l'exemple de cette marque-là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je dirais effectivement que depuis quelques années, certaines marques comme Les Secrets de Loli, mais ça peut être plein d'autres marques, hein. C'est vrai qu'il faut vraiment comprendre que c'est pas dirigé sur cette marque. Exactement. Cette marque incarne ce virage texturiste qu'ont pris énormément de marques en fait. Et je dirais qu'en fait le sujet est très complexe. Parce qu'au moment où j'ai fait la vidéo, je me disais mais c'est complètement ingrat de la part de ce genre de marque qu'on encourage chez qui on consomme de finalement prendre cet argent et puis mettre en avant des visages européens. Alors que nous, quand on consomme chez ces marques, c'est justement pour la représentation notamment, pour avoir des produits spécifiquement conçus pour nous. Et au final, on se sent utilisé. Mais en sondant un petit peu ma communauté dans un deuxième temps, quand je leur ai dit, ok, on est tous d'accord là-dessus, mais vous, qu'est-ce que vous consommez au final? Chez quelle marque vous allez? Et que je me suis rendu compte que toutes les marques citées n'étaient même pas des marques Black-owned, donc qui appartiennent à des entrepreneurs noirs. Très souvent des grands groupes, c'est ça? Ouais, ça pouvait être, j'achète mon shampoing au supermarché du grand groupe L'Oréal. Ça pouvait être des marques un peu plus spécialisées, qui appartiennent à des Asiatiques. Parfois, on ne sait même pas à qui ça appartient, mais on consomme chez tout le monde et n'importe qui. Et c'est là, dans un deuxième temps, que je me suis dit, mais en fait, c'est normal que ces marques-là ne se centrent pas sur nous uniquement, puisque en fait, cette marque-là l'a fait pendant une dizaine d'années, et puis son chiffre d'affaires a stagné, et puis la concurrence des grands groupes européens et asiatiques devenait de plus en plus violente, donc elle s'est dit, soit je continue à étouffer, ou soit je vais chercher une clientèle européenne qui est ici majoritaire et qui pourra me permettre de pérenniser ma marque. Donc il faut comprendre le sujet des deux côtés et il faut se responsabiliser en tant que consommateur et consommatrice, puisque si on ne consomme pas chez ces marques Black-owned parce que ça coûte 18 € et que nous on veut absolument un shampoing qui coûte 2 €, et on ne peut pas s'attendre à ce que les marques nous représentent, nous ciblent et fassent des produits spécifiquement pour nous. Donc j'ai compris en fait qu'en tant que consommatrice afro, on ne réalisait pas que ces choix texturistes des marques étaient aussi le résultat de notre manque d'engagement en tant que consommateur. Donc tu penses qu'il faudrait davantage d'éducation au sein de notre communauté? Ouais. Que ce soit sur la composition des produits, que ce soit sur même tout simplement en fait les marques. Peut-être juste... Pourtant je sais que ça existe, il y a beaucoup de pages qui ressemblent beaucoup de marques Black-owned, mais peut-être que... dans notre communauté, on est toujours pas assez connecté, on se donne pas peut-être assez d'adresses ou assez de marques chez qui on peut se retourner, hein, pourtant ça existe. Comment est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si tu as la réponse, mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on soit un peu plus éveillé dans toutes ces questions-là? C'est difficile, hein, mais est-ce qu'il y a des solutions palpables? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais, comme tu disais, ce serait éduquer déjà. Encourager à chercher à qui appartient la marque, se reconnecter à toute cette histoire du retour au naturel, ce mouvement nappy, qu'en fait c'est nous-mêmes qui avons créé nos choses, qu'ensuite ces grands groupes se sont appropriés le sujet, etc. Et encourager à savoir mais à qui appartient cette marque? Est-ce que c'est une femme noire qui a les cheveux naturels comme moi et qui donc tiendra à proposer des produits qui me respectent dans mon organisme de manière générale, dans mes cheveux, parce qu'elle-même elle sait tout ce que ça implique, elle connaît le vécu, et puis elle aussi, elle a peut-être des enfants noirs qui du coup, elle veut qu'ils aient des bons produits, une bonne représentation. Ou est-ce que je donne mon argent à un groupe européen qui est venu prendre sa part du gâteau? Donc déjà, rechercher. Et franchement, dans notre communauté, sans vouloir manquer de respect ou quoi que ce soit, mais on a, dans notre communauté ou pas, hein, je sais pas si ça concerne tout le monde ou si ça concerne notre communauté, mais on a des difficultés à aller chercher les informations. C'est peut-être générationnel, ou je ne sais pas, c'est peut-être la facilité des réseaux sociaux, mais même faire une simple recherche Google pour savoir à qui appartient la marque, on ne le fait pas.
Nous, on veut juste savoir qu'est-ce qui va me faire pousser les cheveux super vite, si je peux m'identifier à une influenceuse qui a les cheveux longs. Ouais, on veut vraiment l'efficacité, et encore, je sais même pas si c'est une réelle efficacité, mais on veut le résultat tout de suite, sans même, comme tu disais, vouloir vraiment savoir la vérité derrière, en fait. Ouais, on veut du rêve. Tiens, telle influenceuse a les cheveux longs, moi aussi je les veux. Elle propose tel truc à tel code promo, j'y vais. Je cherche même pas à savoir de quoi est composé le produit, à qui ça appartient, est-ce que sur la page on est représenté ou pas. Je sais que ça prendra peut-être énormément de temps et peut-être que... Est-ce que ça arrivera un jour aussi? Je sais pas. Parce qu'on a aussi, deuxième sujet, une barrière de prix psychologique. Comme je disais, on veut pas dépenser plus de 3, 4, 5, 6, 10 euros dans un produit. Donc on a l'impression sur les réseaux sociaux qu'on est beaucoup à vouloir mettre le prix, mais c'est du leurre. En réalité, la femme noire majoritaire, moyenne, je dirais qu'elle souhaite pas dépenser 20 euros, même si on lui dit que oui, mais ok, tu vas payer 20 euros dans cet après-shampoing, mais sauf que l'hydratation que tu vas avoir dans tes cheveux va te durer peut-être 4-5 jours. Alors que celui qui coûte 5 euros, le lendemain matin, tu vas en remettre. Donc en final, le rapport qualité-prix est bien meilleur chez la marque Afro de qualité. Même ce genre d'argument ne pèse pas assez lourd. Il y a tout un tas de choses à déconstruire, mais c'est vraiment en partageant, en éduquant, entre guillemets, dans la bienveillance que... on va bouger les choses, je pense aussi, très, très fortement. On arrive à la fin de l'émission. Donc ma dernière question est la suivante. Quel est le prochain invité que tu aimerais voir dans Curl Talk? Pourquoi pas Poupée Kinky? Parce que elle aussi, c'est une ancienne, comme tu le dirais, du cheveu naturel. Et elle est encore plus connectée aux marques, elle a fait beaucoup plus de partenariats, elle a suivi aussi cette évolution en tant que créatrice de contenu, où elle a peut-être, je parle à sa place, mais elle le dira elle-même, peut-être été parfois délaissée par certaines marques qui l'ont au départ mise en valeur. Elle travaille dans plein d'aspects, elle s'est formée sur la coiffure. Je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire au sujet des cheveux naturels. Effectivement, c'est vrai que je connais bien aussi Poupée Kinky, c'est une créatrice de contenu afro-caribéenne, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Je pense aussi qu'on aura des discussions intéressantes. Si jamais tu as des projets ou des choses que tu aimerais transmettre, n'hésite pas à les partager, que ce soit sur, je sais pas, tes vidéos, Instagram ou autre. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube Tia et Sian, sur TikTok et sur Instagram Tia et Sian. Et je vais bientôt apparaître dans un reportage documentaire sur TV5 au sujet des cheveux crépus, de toute notre histoire, notre parcours. Et je ne manquerai pas de le partager sur mes réseaux sociaux. Franchement, c'est trop cool, je suis très contente pour toi et je te souhaite que du bonheur et plein de choses pour la suite. Mais en tout cas, c'est très prometteur déjà. Moi, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans un prochain épisode de Curl Talk. Bisous. Ouais.